De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Goma, enseignant-chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse, Gaston Maungu, écrivain, et l'éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Juste avant la pause, nous parlions de Cyril Ramaphosa qui a pris la tête de l'ANC. Gaston Maungu, vous vouliez apporter quelques précisions au sujet toujours de cet héritage, des marges de manœuvre de Cyril Ramaphosa. Oui, exactement ce que j'étais en train de dire à propos de la tsarisation du pouvoir en Afrique du Sud, c'est que l'ANC est trop tout-puissant par rapport aux autres partis qui existent. Du fait que, si vous voulez, le combat de l'apartheid était déjà terminé. Il faut aborder aujourd'hui la question économique et sociale. Mais cela ne peut pas être abordé par des personnes qui ont toujours les mêmes vues de la lutte contre l'apartheid. Donc il faut une diversification. Le système en lui-même n'est pas le bon. Remarquez que dès que tu es élu à l'ANC, tu seras forcément président. Pourquoi? Mais parce que toute la population, l'Afrique du Sud, c'est 65% de Noirs et 35% des peuples d'autres couleurs. Conséquemment, vu que les hommes ne sont pas matures, bon, ou disons la maturité le voudrait ainsi, lorsqu'un président un candidat de l'ANC se présente, c'est toujours lui qui va remporter. Donc il faut que les gens se disent, c'est pas le bon système si nous voulons véritablement développer notre pays. Et donc, il faut laisser qu'il y ait une émergence d'autres partis, qu'ils soient aussi puissants. Et même si possible, la bicéphale américaine. Un parti démocrate, un parti républicain, et comme ça, les idées sont en train d'alterner. Moi, c'est ça mon idée que je peux proposer, par exemple, dans le cas d'espèces en Afrique du Sud. Sinon, c'est toujours la pérennisation de la tsarisation du pouvoir politique en Afrique du Sud. Alors justement, au regard de la situation politique que vivent les Sud-Africains, avec un chômage qui touche près de 30% de la population, on l'a dit tout à l'heure dans cette émission, est-ce que la victoire de l'ANC aux élections en 2019, c'est si évident que ça, finalement ? Le problème, c'est même pas là, parce que le problème, c'est tout simplement aller élire. Sinon, si les gens... Parce que vous parlez d'alternance. Donc, du coup, est-ce que peut-être en 2019, on s'achemine vers une alternance compte tenu de ce parti qui est devenu extrêmement impopulaire? Mais non, c'est pas encore le moment. Il faut un système qui doit être élaboré. Il faut peut-être même une révision constitutionnelle pour y arriver, parce que même si le parti est impopulaire, c'est toujours les gens de l'ANC qui vont prendre le pouvoir. Peut-être une question plus large. Est-ce que les Sud-Africains sont prêts à, en quelque sorte, lâcher l'ANC? Non, oui, en fait, c'est une question aussi qui justement, se pose. Le problème, c'est celui-là. Est-ce que les Sud-Africains sont prêts à lâcher l'ANC? Pas encore. Compte tenu, effectivement, non, pas encore, mais attention, parce que tout est dynamique dans la société. Aujourd'hui, le peuple sud-africain vit une économie difficile. Donc, on l'a dit. Et aujourd'hui, le pouvoir de Zuma a été éclaboussé par des affaires. Alors, Zuma était assisté par qui comme vice-président? Par Cyril, n'est-ce pas? C'est le même qui vient prendre la tête de l'ANC. Mais on ne sait pas, le citoyen lambda sud-africain, qu'est-ce qu'il en pense? Tout peut arriver, hein, tout peut arriver. Parce que la politique n'est pas une science exacte. Mais non, comme je le disais tantôt, en fait, c'est un problème sociologique. Et évidemment, on dira que bon, les Sud-Africains, en grande majorité, ont un penchant pour l'ANC compte tenu des combats que l'ANC a menés pour arriver justement à là où ils en sont. Alors peut-être pour compléter ce que vous dites, monsieur Goma, l'ANC a quand même, lors des élections municipales donc de 2016, a quand même perdu certaines grandes villes du pays. Donc là, est-ce que c'est peut-être un signe, Jean-Marie? Je pense que la rénovation que Gaston appelle de tous ses voeux, cette rénovation-là est en train de se passer. Mais malheureusement, si vous voulez, nous sommes impatients. C'est-à-dire nous voulons des réalisations en tant que telles. Comme Raphaël vient de le dire, la politique, c'est de la dynamique. Il faut toujours raisonner en politique de manière dynamique et de manière, comment dirais-je, imprévisible, l'imprévisibilité dans la politique, parce que l'Afrique du Sud n'est pas. La comparaison que Gaston, quand Raphaël a arrêté là tout à l'heure, qui voulait faire avec le Congo et l'Afrique du Sud, ce n'est pas une comparaison, comparaison de pays, mais une comparaison de système politique. Même en termes de système, c'est pas possible. Un système politique, c'est pas la même chose. Non. Donc, quand vous dites un système politique, le système politique sud-africain aujourd'hui, je viens d'en parler là,
Gaston, je vous ai dit que depuis que Mandela est parti, nous avons eu combien de présidents en Afrique du Sud? Des présidents de quoi? De l'ANC, n'est-ce pas? Non, mais que ce soit de l'ANC, c'est un pays, c'est un pays. En provenance de l'ANC, donc la toute puissance de l'ANC. Ça existe partout dans le monde. Mais non, ça n'existe pas partout dans le monde. Si aujourd'hui nous sommes en France, vous êtes parti nous prendre l'exemple du Parti démocrate américain, qui a encore, si vous voulez, un système complètement différent politiquement parlant en tant que tel. Non, mais la bicéphale... Non. La bicéphalité, si vous voulez, ne résout pas les problèmes en tant que tel. En tout cas, franchement, ça marche avec le plus puissant État politique du monde. Quand on parle de nos dirigeants en Afrique... Ça marche avec le plus puissant État politique. Jean-Marie. C'est pas que je veuille les supporter. Quand on est en train, si vous voulez, de parler de nos dirigeants en Afrique, là, le système est verrouillé d'une manière qui n'a rien à voir avec le verrouillage du système en Afrique du Sud. Là, vous tapez sur l'ANC, vous oubliez que dans tous les pays du monde, en tant que tel, si vous sortez des États-Unis, ici, là, en France, qu'est-ce que nous vivons? Nous avons un parti dominant. Je vous laisse encore là-dessus. Je vous amène, comment dirais-je, en Allemagne. En Allemagne, c'est-à-dire la chancelière, c'est-à-dire Merkel est là depuis combien de temps? Donc, on peut parler aussi d'hégémonie. Attendez, non. Soit vous parlez du système, soit vous parlez du système politique ou l'économique. Là, maintenant, moi, je suis sur le politique. On viendra sur l'économique après, si vous voulez. Mais toujours est-il que, c'est-à-dire, ce qui vous fait mal, c'est que vous avez l'impression de voir que l'ANC phagocyte tout en Afrique du Sud. Sauf que vous ne tenez pas compte, si vous voulez, de la dynamique historique de l'Afrique du Sud en tant que telle. Si vous n'en tenez pas compte, évidemment, on va prendre, si vous voulez, des conclusions qui sont des conclusions très hactives de mon point de vue. En quelques secondes, Gaston Maungu. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est que, un, je ne tape pas sur l'Afrique du Sud, mais deux, j'invite aux dirigeants de l'ANC de réfléchir là-dessus, parce que c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. S'ils veulent que l'Afrique du Sud se développe, il faut trouver d'autres formules. Mais non, on ne peut pas trouver d'autres formules, Gaston. Tout simplement, il y a d'autres partis. Je suis d'accord avec vous sur on continue de débattre de l'actualité africaine et on passe au grand angle. Mais pas arrêter l'ANC. Non, que les autres partis mettent en place... Je parle de l'ANC qui doit diriger le système politique autrement. Donc faire des propositions... S'il vous plaît, il nous reste d'autres sujets. Nous sommes d'accord. Il nous reste d'autres sujets à débattre et on va passer au grand angle. Au Burkina Faso, la campagne agricole sèche 2017-2018 a été officiellement lancée le 16 décembre, l'occasion pour les autorités de préciser les ambitions. Et pour cette campagne, le gouvernement table sur près de 51 000 tonnes de céréales, des perspectives très positives. Mais du côté de la Confédération paysanne, elle se veut un peu plus sceptique. Reportage Cheikh Omar Bandaogo. À peine sorti de la campagne agricole humide 2017-2018, le Burkina Faso se tourne vers celle sèche. Les résultats de la saison humide présentent au niveau des céréales un déficit de 72 000 tonnes. Un gap que le ministère entend compenser à travers l'aménagement de 10 000 hectares au profit de la campagne sèche. Ce qui devrait permettre d'atteindre une production céréalière de plus de 50 700 tonnes à l'issue de cette dernière. Nous sommes allés sur une base vraiment scientifique d'abord, parce que nous sommes allés sur les aménagements en céréales des campagnes passées. Vraiment, on a considéré d'abord les aménagements qui sont produits en céréales pour les campagnes passées et sur la base de laquelle nous avons déterminé la superficie moyenne qui est exploitée sur les 5 dernières années. Tout est donc mis en œuvre pour que les résultats escomptés soient atteints. Néanmoins, au sein de la Confédération paysanne du Faso, sans contredire le ministère, l'on émet quelques réserves. Il faudrait que ces 50 000 tonnes-là, cette déclaration-là, soit soutenue par des objectifs assez spécifiques et réalistes. Quelles superficies nous allons produire en maïs et quel rendement nous attendons par rapport à ces superficies avec la maîtrise totale de l'eau. Là, nous pouvons effectivement les statuer. En riz, est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les superficies? Là, on peut se dire la déclaration a un sens. Et par rapport à la campagne qui vient de se coller, la nappe phréatique n'a pas suffisamment été alimentée. Pour ce qui est de la question de l'eau, le ministère de l'Agriculture affirme travailler sur la base des données du ministère de l'eau. Cette estimation tient alors compte du niveau de remplissage des barrages. Par ailleurs, le ministère entend motiver les producteurs à réduire les productions maraîchères au profit des céréales, ce qui pourrait, selon la Confédération paysanne, permettre d'atteindre les résultats attendus.
Raphaël Goma, réduire les productions maraîchères au profit de la production céréalière, c'est le bon angle d'attaque pour stimuler la production? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, l'agriculture aujourd'hui en Afrique, notamment dans cette partie du Burkina, c'est une agriculture pour l'instant alimentaire. Disons que réduire la part de maraîchers ferait de sorte que les populations auront moins de vivres pour se nourrir. Parce qu'au détriment, disons des grandes cultures pour l'exportation. Je veux bien, aujourd'hui, effectivement, je crois que 60% d'actifs, des travailleurs trouvent du travail dans l'agriculture. Mais ce n'est pas la grande agriculture, l'agriculture motorisée, comme on le pense, mais c'est des petits lopins de terre et qui font vivre. Bon, maintenant, le problème posé aujourd'hui ici, c'est le problème, disons, de sécheresse, parce que la production a baissé, tout simplement, et le vrai problème, c'est l'irrigation. Mais on ne peut pas, tout en, en encourageant, en faisant des progrès dans l'irrigation, mettre, la main basse sur l'agriculture maraîchère. Non, au contraire, il faudra peut-être encourager, mener les deux fronts au même moment. Je ne pense pas que ça puisse être une bonne politique économique pour le Burkina. Gaston Maungu. Bon, mais moi je pense que dans ce sens, il suffit tout simplement de déployer plus d'efforts pour l'irrigation. Et c'est mieux, parce que si vous avez abondamment d'eau dans tous les coins, eh bien, l'agriculture, que ce soit maraîchère, vivrière ou extensive, même l'agroalimentaire, ça sera bon. Donc, le problème, c'est de déployer plus d'efforts. Jean-Marie, la solution, c'est donc l'irrigation. On en a parlé hier très précisément dans cette émission, mais c'est en tout cas la solution pour faire face au dérèglement climatique. Vous savez, Zara, le sujet que nous abordons là, c'est un sujet dont j'aime beaucoup parler, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faut que nos dirigeants en Afrique, c'est-à-dire mettent en place des stratégies qui permettent aux États africains de pouvoir desserrer l'étreinte de la contrainte de la balance extérieure. Tout simplement pourquoi? Parce que dans la majorité de nos pays africains, c'est-à-dire, ce dont a besoin le panier de la ménagère, c'est importé en tant que tel. Donc, ça crée une dépendance en tant que tel. Donc, ici, là, tant que on ne met pas en place des stratégies agricoles efficientes et efficaces dans la globalité, efficientes, c'est-à-dire sectoriellement parlant, et efficaces maintenant en prenant, si vous voulez, toute la production agricole du pays, on n'ira pas loin. Tout simplement pourquoi? Parce que on néglige énormément en Afrique l'agriculture, alors que l'agriculture, si vous voulez, c'est un secteur qui est un pourvoyeur d'emplois infini, si vous voulez, pour les populations africaines en tant que telles. Donc, quand on parle de la production maraîchère, c'est le premier des secteurs dont tous les États africains doivent se saisir. Au lieu d'aller signer, si vous voulez, des accords, des APE et tout ce qui s'ensuit, l'Afrique a les meilleures terres, si vous voulez, au monde. Donc, il faut que nos dirigeants, si nous desserrons cette contrainte-là, l'argent qui est dégagé par rapport à nos balances commerciales respectives dans tous les pays africains, cet argent-là pourra servir à l'intérieur du pays pour développer d'autres secteurs. Donc ici, là, pour moi, c'est une question stratégique. Quelles sont les stratégies agroalimentaires qui sont mises en place dans les États africains? Donc à partir de là, vous ne pouvez pas favoriser les cultures d'exportation au détriment des cultures vivrières dont vive la population. Tout simplement pourquoi? J'ai dit toujours sur ce plateau, vous faites le calcul. Vous regardez, c'est-à-dire les recettes issues de l'exportation que nous faisons. Et vous regardez maintenant les dépenses que nous faisons en matière alimentaire en Afrique, si vous voulez, vous avez, comment dirais-je, un bilan qui est défavorable, tout simplement. Pourquoi? Parce que tous les États africains, même quand ils en ont la capacité, on exporte des choses comme le riz, alors qu'on pourrait mettre en place des stratégies agricoles qui fassent en sorte qu'on autonomise les paysans et on est en train d'assurer l'avenir du pays. Donc ça, c'est une stratégie qui, l'irrigation, un effort particulier doit être fait dessus parce que, comme l'a dit Raphaël là tout à l'heure, comment dirais-je, les plantes maraîchères sont importantes pour la population en tant que telle. Comparé, si vous voulez, aux recettes d'exportation, alors que nous avons toujours une vision entre le ministère du Commerce et le ministère qui doit à tout prix vendre à l'extérieur et le ministère des Finances parce qu'il faut rentrer les sous. Mais on ne fait jamais, si vous voulez, le calcul pour voir quel est le delta
si vous voulez, qui nous reste. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on dépense tout ce qui nous vient des recettes d'exportation pour acheter à d'autres pays pour nourrir nos populations. Alors on va marquer une courte pause, restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.